Bonjour à tous, chers viewers, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de NetCritic, où il sera question d'un film qui est sorti pour les vacances de février. Je parle bien de Mars sur une île, de Kenneth Branagh. Alors ce film c'est assez particulier parce que ce film-là, il aurait dû sortir depuis novembre 2019 il me semble, et ce film a été repoussé, mais repoussé, décalé 1 milliard de fois, et fait partie de ce genre de projet de la Fox qui a été presque enterré par Disney, comme Disney a les droits sur la Fox maintenant, feu la Fox, que ce soit pour Nightmare Alley de Guillermo del Toro, que ce soit pour que ce soit pour le West Side Story de Spielberg, ou que ce soit pour les The Kingsman naturellement. Donc Disney n'arrêtait pas d'en tirer des milliards de projets, surtout de grands réalisateurs comme ça. Et j'ai peine à voir et ça fait peine à voir que ces réalisateurs en question n'obtiennent pas le budget escompté sur leurs films respectifs. Et j'en suis particulièrement triste pour The Kingsman de Matthew Vaughn qui n'a rapporté que 121 millions de dollars comparé aux autres, aux autres films de la saga qui en avaient gagné 400 millions. Voilà quoi. Même si le film a fait un meilleur démarrage que le premier Kingsman chez nous, le The Kingsman là, le préquel, il a fait moins que le deuxième, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est regrettable. Donc là, il s'agit de la nouvelle adaptation de l'un des romans d'Agatha Christie sur Hercule Poirot, donc fait par Kenneth Branagh après Le Crime de l'Orient Express en 2017 qui avait rapporté en tout 352 millions de dollars. Le film était en même temps sorti en 2017 donc ça va, mais le film était sorti en même temps que Star Wars 8 donc voilà quoi. Ça c'est une autre histoire. Et donc ce film sort enfin, ce Mort sur une île. Ce Mort sur une île sort enfin. Et donc on ne peut plus que profiter de la projection quoi. Et il a fallu du temps pour qu'il sorte. Et donc Mort sur une île, inspiré donc du roman d'Agatha Christie, dont on va faire une comparaison dans cette vidéo, que j'ai même avec moi, juste là, qui est justement un excellent bouquin, hein, excellent roman, hein, si vous n'avez pas l'habitude de lire des romans, tout ça, ou même du Agatha Christie, bah, ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi j'ai 20 ans, les millennials, tout ça, intéressez-vous au roman et n'hésitez pas à lire du Agatha Christie, c'est toujours bien. Mort sur une île, c'était un projet assez attendu quand même, avec un énorme casting. Surtout que ça adaptait l'un des plus gros morceaux de la littérature d'Agatha Christie. Avec bien sûr le retour de Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot, qui réalise et qui joue en même temps le rôle principal. Armie Hammer qui joue Simon Doyle. Gal Gadot, la sublime Gal Gadot, notre chère sublime Gal Gadot qui joue Lynette Ridgway. Que ce soit avec Laetitia White, que ce soit avec Emma Mackey, bien sûr, Emma Mackey, notre chère franco-britannique Emma Mackey, dans Sex Education et dans l'excellent Eiffel. Hein. On peut dire ce qu'on veut d'Eiffel, et ça me tue quand même de le dire, mais il a même pas été nommé au César pour meilleur film, ça m'a tué quoi. Enfin, il me semble, enfin, il a pas eu beaucoup de grandes nominations ce film-là. Il a même pas eu le César des meilleurs effets visuels ou des meilleurs décors, hein, déjà que c'est scandaleux. Surtout vu ce qui a été fait derrière pour le film, c'est assez scandaleux, assez sidérant. Rose Leslie dans le rôle de Louise Bourget. Ah oui, pardon. Emma Mackey dans le rôle de Jacqueline de Belford. Voilà, pour vous mettre dans le contexte. Et curieusement, je peux faire une vérification rapide. C'est Ridley Scott qui produit le film. C'est Ridley Scott qui produit le film, le film en question, avec Kenneth Branagh et avec Simon Kinberg, que l'on connaît pour X-Men Dark Phoenix et pour le fait qu'il soit producteur des X-Men, des derniers X-Men. On va dire ce qu'on veut du mec, mais il a assuré pour X-Men en tout cas. Même pour Dark Phoenix, mais ça c'est une autre histoire. Je vais pas aller dans la polémique là-dessus. Hein. Je vais pas me faire beaucoup d'amis là-dessus, mais voilà.
Et donc, ce film sort comme ça, un peu de nulle part. Déjà que de plein d'autres projets ambitieux de grands réalisateurs ont été en direct, comme le dernier Duel qui n'a fait aucune entrée, ça a été un désastre, et même Ridley Scott s'en était plein, ça avait fait toute une polémique derrière. Et donc, mais revenons sur Une mort sur une île, pour vous remettre dans le contexte de l'histoire, l'histoire c'est celle du couple Lynette Ridgway et de Simon Doyle, un couple très riche, un couple de, un couple de, un couple riche qui décide d'entreprendre d'entreprendre des noces de fiançailles dans une croisière sur le Nil, en Égypte, et naturellement, MDR. Et donc ils vont y inviter Hercule Poirot, qui va participer à cette croisière pour surveiller et pour protéger donc Lynette Ridgway, qui a une grande popularité et qui est une femme très riche, en tout cas elle est très puissante dans son milieu. Et, euh, et un soir, cette fameuse mariée va se faire assassiner d'une balle dans la tête dans son lit. Et le but, et c'est vrai que Hercule Poirot devra arrêter de profiter de ses vacances et devra se lancer dans une toute nouvelle enquête. Disons que j'ai mis un peu d'ambiance en mettant de la musique parce que c'est un peu sombre, mais voilà. C'est juste un kiff que je voulais mettre de la musique, tout simplement. Alors, le film est très bien. Franchement, le film est très bien. Le film est vraiment excellent. Tout est parfait dans ce film. Le style de Kenneth Branagh, ce qu'il a apporté à l'univers d'Hercule Poirot. Et il est juste excellent. Clairement. Que ça soit dans la lumière, que ça soit dans les costumes, que ça soit la direction des acteurs qui est impeccable, la construction des personnages, l'écriture des personnages, que ça soit dans les décors sublimes, que ça soit dans la mise en scène, dynamique aussi parfois, mais pas trop quand même parce qu'on est quand même dans un Hercule Poirot et pas dans un film d'action, donc faut pas déconner non plus. Mais je vais le dire en partie spoil, je vous mettrai un timecode pour vous dire quand est-ce que sera la partie spoil. Le tout début du film, la scène d'introduction et la toute fin, ce n'est pas Hercule Poirot. Parce que ce qu'on a fait d'Hercule Poirot et de sa fameuse moustache, ce n'est pas Hercule Poirot, clairement. Ce n'est pas Hercule Poirot. Quand j'ai un partie spoil, mais enfin même ceux qui ont vu le film, clairement, on voit déjà ce qui va pas dans cette scène d'intro et dans cette toute fin de film. Parce que je peux vous dire tout de suite, si le film s'était terminé, si le film avait commencé sans la scène d'introduction et s'était terminé sans la scène de fin, le film aurait été aussi parfait. Aussi parfait. Même mieux. Donc, c'était vraiment ça le gros problème de cette scène. Je vais pas faire vraiment beaucoup de comparaisons avec le téléfilm avec David Suchet de la mythique série de BBC parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Hercule Poirot avec David Suchet, même si je suis fan de cet acteur et que je suis fan des premiers Hercule Poirot à la télévision. Mais ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça, ça fait beaucoup trop longtemps. Je vais surtout me focaliser sur le bouquin. Alors, pour se focaliser sur le bouquin, je trouve que Hercule Poirot est beaucoup plus humain et moins dans la réflexion et dans. Il est toujours autant dans la réflexion, mais il est plus humain, on va dire. Il est moins neutre, on va dire. Il est beaucoup moins neutre. On sent qu'il a quelque chose. On sent qu'il a un mal profond, qu'il en souffre. Mais franchement, j'aurais préféré que dans le film, il assume son côté nouveau enquêteur, nouveau policier, son côté détective, qui est devenu depuis après la scène d'introduction, qui est expliqué justement dans le film. J'aurais mieux voulu ça qu'une sorte de pas de régression, mais une régression qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la scène d'introduction. C'est très bizarre à expliquer. C'est très bizarre à expliquer, franchement.
Voilà. Mais c'est compliqué. Sorte de régression, bah quand je dis ça, c'est voilà une sorte de régression. Mhm. Là, ça me perturbe tellement cette idée de moustache, tout ça, je trouve ça ridicule. Euh, sinon les personnages, sinon, euh, le choix du casting est pas dérangeant du tout. Mais les personnages sont, c'est vrai que les personnages sont différemment construits comparé au roman. C'est pas forcément un mal, mais ça rapporte à certains clichés, à certaines idées de mise en de scénario qui sont à la fois nécessaires pour donner de la profondeur au personnage et mais qui donnent un aspect un peu trop prévisible en fait, pour montrer qu'en fait c'est pas forcément nécessaire de développer comme ça les personnages parce que tu sens déjà que c'est pas forcément le coupable tout de suite ou que ça peut être lui qui est plus suspecté. Enfin, c'est compliqué. Même avec le personnage de Book, bon, déjà dans le film, si vous voulez le colonel Rice, qui est un personnage qui, qui est aussi invité à la croisière au mariage de Lynette Ridgeway avec Hercule Poirot dans le roman d'Agatha Christie, je peux vous assurer que le colonel Rice n'est pas dans le film. Hein. Il n'est pas dans le film du tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas de soutien derrière avec Hercule Poirot. Est-ce que c'est. Voilà quoi. Et donc on a place Book. Book qui est plus le comic relief de service. Là où son autre nom dans le bouquin c'était. Là où c'était pas un personnage parodique, même si un peu peur, surtout qu'en plus il était même pas développé dans les autres films. Enfin dans l'autre film de Kenneth Branagh. Je sais rien je connais vraiment très peu de choses sur Hercule Poirot pour vous dire, mais je suis surtout fan de. J'ai beaucoup apprécié le round d'Express d'Hercule Poirot de Kenneth Branagh, mais après j'ai une très courte mémoire sur les films de la BBC, mais bon. Bon. Attendez. Si je dis pas de conneries. Nanana. Bah, en tout cas, il y a toujours cette romance avec Rosalie, qui me semble est jouée par Laetitia Wright, si je dis pas de conneries. Mais de toute façon, il me semble que dans le roman, les couleurs de peau des personnages sont même pas précisées, mais en tout cas pour Rosalie, qui est jouée par Laetitia Wright, ce qui fait que il y a une raison de pourquoi en fait, pourquoi il y a pas tout simplement, enfin vous avez compris quoi. Rosalie, c'est ça, Rosalie. Et Batman dans le rôle de Book, ouais. Pas Tom Batman dans le rôle de Book, tout simplement. Bon, ok. Euh, Bah, c'est assez compliqué de parler de ce film parce que c'est surtout la fin, la toute fin du film et le tout début du film avec cette histoire de moustache qui m'a un peu frustré, quoi. Et qui était un peu en décalage avec le reste. Après, il y a quelques idées de mise en scène où tu te dis, ah, on pourrait se supposer qu'il y a une sorte de complot avec certains personnages secondaires. Euh, il y a aussi. Mais. Parfois, on joue avec ces clichés-là, parfois. Mais il y a une sorte de déconstruction parfois. Mais après. Mais après. Après, il y a une sorte de semi-spectaculaire parfois. Je vais parler d'abondance d'ailleurs, qui était nettement exagéré, mais nettement exagéré as fuck dans l'abondance tellement mal montée de Disney là, avec une musique qui n'avait rien à voir du tout avec le film, le contexte du film. Quand voilà, vous allez voir le film, vous allez doucement rire, je pense, vous allez doucement rigoler. Je vous jure, c'est un véritable sketch.
clairement. Euh, En termes de mise en scène, c'est efficace, c'est très vif, c'est ça va directement au point, comme comme d'un côté autiste, parce que en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que on nous montre vraiment Hercule Poirot, mais c'est très subtil qu'il est un peu autiste, toujours ordonné tout ça, euh, toujours bien cadré, qu'il faudrait bien que les choses soient bien cadrées. Et, c'est très précis et très millimétré en fait Hercule Poirot, même dans une scène dont je vais vous parler en partie spoil. Enfin, c'est efficace, hein. Et les costumes sont magnifiques et les acteurs sont vraiment sublimés par la lumière, une lumière vous voyez, qui est vraiment bien utilisée dans le film pour bien montrer leur personne, la caractérisation de leur personnage, leur authenticité, clairement, dans une sorte de lumière qui fait vraiment style année, qui fait vraiment style année, au début années 20, enfin années 30, un truc comme ça c'est vraiment épatant. Ça montre, ça montre vraiment l'aspect des années 20, des années 30, toute cette lumière flamboyante sur le côté riche, le côté comment dire, euh, le côté, célébrité, tout ça, ils sont vraiment sublimes comme des purs stars. C'est vraiment un pur film hollywoodien pour ce qui est de la lumière. Ça c'est sûr et certain. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Après, c'est vrai que parfois, euh, c'est un peu convenu parce que parce qu'il y a aussi un détail dans le film. C'est pas vraiment un spoil. Comment Hercule Poirot aurait pu se douter qu'il y aurait pu y avoir forcément quelque chose dans la croisière. Parce que dans le film, je rappelle que, juste, c'est pas du spoil, il y a Sam, c'est dit dans le bouquin aussi, Sam Doyle quitte Jackie de Belford avec qui il était avant pour se mettre avec Lynette Ridgeway, Lynette Ridgeway qui était l'amie de Jackie de Belford. Et comment Hercule Poirot aurait pu se douter que forcément il y aurait pu avoir une croisière, tout ça, une organisation, et qu'il aurait pu comme par hasard tomber pile sur enfin, et comme par hasard il tombe pile sur Jacqueline de Belfort. Enfin, c'est parfois c'est un truc de pur hasard, c'est un peu convenu, mais ça gâche pas non plus la qualité du film et de la réalisation. Pour plus aller dans au détail, pour plus aller dans le détail des acteurs, dans le jeu des acteurs, je vais passer en partie spoil désormais. Et donc la partie spoil. Donc bah attends, bah, autant parler de cette fameuse scène d'introduction de cette toute fin, où clairement on est en pleine Première Guerre mondiale. En fait, Hercule Poirot, il se mange une explosion avec, euh, avec, euh, avec son régiment. Hercule Poirot qui a le visage déformé. Et en fait, il y a son ex-femme qui lui dit fais-toi pousser une moustache pour pas qu'on voit la blessure. Il y a une sorte de psychologie sur le regret de tout ça, sur sa femme qu'il a perdu, Catherine. Et encore une fois, je me souviens de son nom, celle-là. Un personnage qui a été complètement connu dans le référencement de Hercule Poirot et d'Agatha Christie, je pense. Même si j'en sais pas plus, mais n'hésite pas à me le dire, franchement, ceux qui s'y connaissent. Franchement, ça n'avait aucun intérêt. Pour moi, c'est le syndrome de la fin de Je suis une légende avec Will Smith. Will Smith qui sauve le monde et qui a même pas de questionnement. Et c'est Will Smith tout craché qui, à la fin de Je suis une légende, sauve le monde. C'est ridicule. C'est un ridiculassement. Vraiment. C'est vraiment d'un ridiculassement. Et ça me tue de dire ça, mais vraiment. C'est un ridicule à ce fuckassement. C'est waouh. Putain. Mais pourtant, je suis allé voir le film deux fois. Je suis pourtant allé voir le film deux fois parce que autant que j'y vienne maintenant, il y a une actrice qui a sublimé mon cœur et qui porte vraiment tout le film. En plus de la beauté saisissante de Gal Gadot et de son jeu qui est sûrement son meilleur jeu de sa carrière, je pense, comparé à Wonder Woman où elle est plus expressive
Red Notice, on va même pas en parler parce que je n'ai même pas vu Red Notice, c'est un désastre ce film, MDR, c'est un vrai désastre. Le plus gros film sur Netflix, c'est n'importe quoi. En revenant sur Gal Gadot, Gal Gadot qui clairement porte le film par sa beauté, par, euh, par cette femme qui est à la fois humble, mais qui est à la fois, mais qui est à la fois un passé douteux sur comment elle gérait son argent, tout ça, sur comment elle pouvait détruire des vies avec son argent. Enfin, c'est fascinant, mais vraiment l'actrice qui m'a vraiment le plus impressionné et que je dirais la plus magnifique, vraiment, elle est la plus touchante par son drame et par sa volonté d'avoir une vengeance justifiée en plus, une vengeance justifiée avec Simon Doyle, avec qui elle se suicide à la fin parce que leur amour est impossible parce que on sait que Simon Doyle avait tué Gal Gadot, mais comment Gal Gadot a pu se douter que. Mais Gal Gadot, si elle savait. C'est ça, maintenant que j'y pense, je reviendrai sur l'actrice plus tard, dont je parle. Juste une parenthèse dans la parenthèse, comment Simon Doyle, il aurait pu en encore Lynette, elle aurait pu comprendre que c'était Simon Doyle qui avait le flingue sur la tempe et qu'elle pouvait comprendre que Jacqueline de Belfort c'était son seul amour et qu'elle acceptait de mourir comme ça. Enfin, alors que, alors que c'est plus compréhensif que dans le roman. Euh, que dans le roman, elle tient sa vie, elle tient son amour, Simon Doyle, et c'est quelque chose d'inattendu. Et nous, le public, on est choqué par ça, par cette mort, parce que c'est tellement inattendu, alors que dans le film, c'est plus construit d'un côté convenu et dans la compréhension, alors que ça n'avait pas forcément lieu d'être, franchement. Mais l'actrice en question qui m'a vraiment le plus sublimé, c'est Emma Mackey. Emma Mackey. Emma, si vous regardez cette vidéo, moi je vous dis quelque chose, vous êtes l'avenir du cinéma français. Et je pense vraiment que vous auriez pu gagner le César de la meilleure actrice en 2022. Je le pense très sincèrement. Et je pense surtout que vous auriez pu être nommé au César 2022. Avec toute ma sincérité. Ça c'est un message pour Emma Mackey. Mais surtout, bah ouais, Emma Mackey, elle est toujours à la fois, elle est mélancolique, elle souffre vraiment de que Simon Doyle l'ait lâché comme, l'ait dégagé comme ça, alors qu'il avait un amour fou, mais vraiment passionnel et que, et ultra sensuel tout le temps, mais vraiment tout le temps, ils le disent dans le film. Et c'est vraiment ça qui porte le film. C'est l'amour, c'est un amour déchu, c'est une vraie tragédie grecque, on va dire, même s'il n'y a pas d'inceste, mais une tragédie shakespearienne plutôt, une vraie tragédie shakespearienne plutôt. C'est, c'était waouh. Mais là où dans le roman, c'est vrai qu'on a fait un personnage plus antipathique parce que, parce que, parce que c'est une personne plus dans le côté gagne, plus dans la gagne, on va dire, plus prétentieuse, où maman elle rit avec Hercule Poirot, et que Hercule Poirot regrette cette réaction, et a de la peine pour elle, enfin a pitié pour elle, vraiment dans le roman. Euh, mais ça marche mieux parce que par exemple ok, dans le côté suppliant, enfin il y a une sorte de décalage en fait dans le roman et dans le film. Si dans si dans la si la scène du roman où elle discute avec Hercule Poirot pour la première fois, elle elle serait elle serait plus extravagante et superficielle, elle serait plus suppliante dans le film, peut-être que ça aurait plus marché, ou peut-être elle aurait un côté plus superficiel mais à la fois pathétique en même temps. À un moment où elle aurait un moment de colère et à la fois un moment pathétique, enfin une sorte de mélange des personnalités, pas forcément schizophrénique, mais une reconstruction du côté superficiel de la personne et du côté libertine de la personne qui aurait pu supporter le film, je pense. Vraiment. Ça peut être une sorte de gros point fort du film. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, vraiment, c'est un excellent acteur. C'est un très bon acteur. Si on le met de côté de Wild Wild West, naturellement.
Mais c'est Kenneth Branagh joue très bien Hercule Poirot. Il arrive très bien à porter le personnage avec son côté malicieux, son côté très intelligent, son côté très malin, très persuasif, très direct. Enfin, ça m'amuse beaucoup ce personnage. Son personnage m'amuse vraiment beaucoup. Mais il y a une scène par contre, la scène gênante où il parle des courgettes qu'il récolte dans son jardin pour essayer de draguer, enfin, la chanteuse là qui est jouée par Okonedo. Attends, j'ai la chanteuse là. Euh... On espère que je dise pas de conneries. Euh, euh, donc, l'actrice en question qui est Sophie Okonedo, qui est jouée à Salomé Ottenbourg. Salomé Ottenbourg. En parlant de Salomé Ottenbourg. Salomé Ottenbourg qui a effectivement, que je viens de le remarquer un instant, Salomé Ottenbourg qui a changé de couleur de peau dans le film de Kenneth Branagh. Parce qu'apparemment sa couleur de peau n'était pas précisée dans le roman, et c'est parce que je disais, pareil pour Rosalie, sa nièce, mais qui est sa fille dans le roman, il me semble. Donc c'est justifié, tout simplement, c'est justifié que... Voilà quoi. C'est justifié comme dans certains romans du Seigneur des Anneaux, comme le docteur dans Dune, apparemment, dans ce que j'ai entendu. Donc ça va. Là où ils en avaient fait une blanche, c'est dans le film original des années du siècle dernier, mais ça c'est une autre histoire. S'il n'y a pas de autisme de par-ci par-là, enfin voilà. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire, ouais, c'est un truc de woke, tout ça. Oh là là, oh là là, il y a. Et là, là c'est Gal Gadot qui va faire du. Non. Moi, je vous dis tout de suite, les gars, vous y êtes pas du tout. C'est pas parce que vous avez aussi un personnage noir dans les Hercule Poirot que non. C'est justifié d'avance. Enfin, j'ai ça pour ceux qui sont les moins oculaires. Enfin, il y a beaucoup en tout cas qui sont pas comme ça non plus. Enfin, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc voilà. Et Armie Hammer joue bien joue bien les gros connards gros connards prévisibles qui est débile et beau gosse, malhonnête et arrogant, tout ça. Comme on s'en doutait, pas bien sûr. Mais on s'en doutait bien un minimum vu la trahison qu'il a fait avec Jacqueline de Belfort, la facile trahison, on va dire, comme ils se sont alliés pour tuer Lynette Ridgway. Enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que l'aspect Hercule Poirot, l'aspect détective, l'aspect euh, euh, intuitif d'Hercule Poirot est bien respecté et bien reconstitué. Malgré certains détails, comme je vous ai cité avant, qui m'ont un peu, qui m'ont un peu pas déçu, mais où j'aurais pu me dire, bah, ça aurait pu être mieux, je sais pas. Euh, Là où il y aurait eu plus de personnalité pour Jacqueline de Belfort. Là où elle est plus douce et humble dans le film que j'ai vu de Kenneth Branagh. Malgré que Emma McKay soit juste parfaite, c'est sûr. Laetitia White joue beaucoup mieux que dans Black Panther, c'est sûr. Je vais pas me faire beaucoup d'amis encore, mais mais après voilà, Laetitia White joue très bien. Elle joue très bien. Elle arrive à apporter une personnalité à son personnage et un vrai caractère à son personnage, mais qui soit utile et nécessaire au film, qui servent au film. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a certains cadrages où parfois on met de côté Jacqueline de Belford pour faire genre oh là là, c'est pas Jacqueline de Belford. C'est un peu prévisible parce que ça veut nous montrer qu'elle est Jacqueline de Belford, que Jacqueline de Belford est la coupable, du moins pour le meurtre de le meurtre de la
de la servante de Lynette, qui est jouée par Rose Leslie. C'est un peu prévisible quand même. Ça, il aurait juste fallu un plan comme ça. Et oui, on tournait un peu la caméra sur les acteurs, mais c'est ce que je propose, c'est ce que j'aurais juste fait, vous voyez. Mais j'ai pas, j'ai aucune prétention, mais voilà quoi. J'ai aucune prétention, tout simplement. Enfin, c'est parce que je deviens réalisateur, merde à la fin. C'est pour ça que je dis ça. Bon bah, la musique est très bien. La musique est pesante et sombre et pesante. Et il y a même des idées de mise en scène, pas comme par exemple le crocodile qui mange l'ibis à la tête noire, vous savez, dans la scène où le bateau approche, enfin, et sur le Nil, il y a une scène comme ça avec des effets spéciaux très jolis, très bien faits. Et je sais pas que, enfin, je sais pas pourquoi Kubrick avait vraiment soupçonné Book d'avoir d'avoir vraiment tué Lynette Edgeway, même s'il est un peu con parfois, c'est vrai, Book, mais bon, jusqu'à le soupçonner, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est un peu convenu aussi. Bon, bah, en conclusion, ce film est excellent, même si parfois un peu convenu, même si parfois, mais avec un casting exceptionnel, une musique épatante et pesante, comme il faut, malgré une scène d'introduction et une conclusion qui ne marche pas dans le film. Et sinon, si c'est un bon film si vous voulez, vous avez un bon film pendant les vacances, avec un bon film policier, un bon polar, et ben regardez-vous Hercule Poirot, le mort sur une île de Kenneth Branagh, ou allez voir ou si vous voulez voir le même film le film du même réalisateur, un film du même réalisateur, allez voir Belfast qui va sortir dans pas longtemps, ou revoyez-vous les films de Kenneth Branagh, d'ailleurs je devrais m'y intéresser plus moi aussi, euh, ou lisez ça, lisez Mort sur une île, le roman d'Agatha Christie, faites comme vous voulez, c'est votre kiff, c'est votre choix. Et pardon. Et puis euh, et puis voilà, c'était Queen Porg pour une petite vidéo pendant les vacances avant la rentrée. C'est pour un film que vous pouvez aller voir pendant les vacances avant la rentrée quoi. Ce sera toujours mieux qu'Uncharted avec Tom Holland MDR. Voilà. Qui aime vraiment cette bouse, sincèrement, à part, mais parce qu'on a juste mis Tom Holland que voilà quoi. MDR. Mais j'ai voilà, tellement prévisible. Même, je peux même vous dire que le mort sur une île en question, que je suis allé voir 2 fois, il est nettement moins prévisible. Il est nettement moins prévisible. Parce que vu ce que j'ai entendu des vraies critiques d'Uncharted et vu ce qu'on en faisait derrière, la publicité derrière d'Uncharted, non. Vraiment non. Et Tom qui joue le rôle de Nathan Drake, non. Vraiment. Déjà. Bon, c'était Queen Porg. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo accompagnée d'un petit son de Heroic Stone. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.